À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Le 9 avril, les élus du peuple, après quelques semaines de vacances, ont repris le chemin de l'hémicycle. Une rentrée parlementaire dédiée à la toute première session ordinaire de l'année en cours, 2018. Une cinquantaine de dossiers en vue, entre autres l'étude de la proposition de loi sur le système partisan, le code électoral, le code de procédure pénale, la désignation des membres du COS, l'EPI, aura singulièrement retenu l'attention, l'allocution du président de l'institution. Dans un environnement particulièrement tendu, Maître Adrien Oumbédi n'a pas fait l'option de la langue de bois. Ce fut un discours pour le moins rassembleur et apaisant. Il aura invité ses pairs à la sagesse, la clairvoyance et au sens élevé de responsabilité au cours d'une session qui s'annonce à grands enjeux. Adresse de Maître Adrien Oumbédi à la représentation nationale. Réel invite au patriotisme ou du politiquement correct. Tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat pour le numéro du jour de votre émission 100% Bénin. Pour passer en revue les temps forts de l'allocution avec les appréciations qui s'imposent, en somme, pour un décryptage conséquent, un analyste, un coach en politique de développement. À ma gauche, Serge Prince Agoudan, juriste, il est analyste, très tatillon sur le respect des tests de la République. Serge Prince Agoudan, bonjour. Bonjour, cher ami Joël, bonjour coach et bonjour téléspectateurs. Vraiment, merci et de répondre à notre invitation en dépit de votre sollicitation. En face de vous, comme je l'annonçais, un coach en politique de développement, lui, il n'est plus à présenter, la fierté de l'Afrique, dit-on. Patrick Amampoyon, c'est son nom, il est coach en politique de développement et gestion de crise. Patrick Amampoyon, bonjour. Bonjour. Et merci aussi de répondre à notre invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, il continue, oui, de faire parler de lui, Maître Adrien Oumbédi, depuis son allocution du 9 avril au Palais des gouverneurs à Porte-Novo. Ce fut, dit-on, un discours d'un virage à 45 degrés. Là, je rapporte l'un des écrits de la Nouvelle Tribune. Maître Adrien Oumbédi, pour son adresse, aurait conduit le grand nombre là où très peu de gens l'attendaient. Patrick Amampoyon, comment expliquez-vous la très grande attention et l'engouement suscité par cette allocution? Parce que tout le monde ayant vu un certain nombre de faits et gestes du président de l'Assemblée nationale depuis quelque temps a oublié qui est Adrien Oumbédi. Un homme d'expérience, un homme qui en a vu des mûrs et des pas mûrs, un homme qui sait lire les situations, qui sait lire la ligne rouge et donc qui, ayant compris que ce discours pouvait nous faire basculer dans un camp comme dans un autre, a fini par sortir ce qu'on peut attendre d'un homme de son rang, d'un homme de sa dimension. Seulement, j'aurais voulu que depuis le début du mandat, il puisse utiliser cette expérience pour aider le chef de l'État, novice dans ce domaine, à comprendre comment analyser un certain nombre de faits et gestes. Ce qu'il n'a pas fait, je voudrais simplement dire que j'ai foi qu'au travers de cette émission, nous allons rappeler suffisamment ces choses pour que Maître Adrien Oumbédi joue pendant les 1 an à venir ce rôle de conseiller pour aider le président à lire le Bénin, à lire les Béninois, à lire les situations et ne pas faire les erreurs qu'il a fait pendant 2 ans. En tout cas, l'homme n'est pas allé de main morte sur bon nombre de dossiers brûlants de l'heure, sur la situation, on peut le dire, sociopolitique actuelle. Serge Prince Agoudan, une nouvelle ère pour la 7e législature, toujours aux commandes, Maître Adrien Oumbédi. Nouvelle ère, je crois que les politiques béninois nous ont toujours montré de quoi ils sont capables. Et donc, je n'ose pas tout de suite, sur un discours, dire qu'il y a une nouvelle ère. Mais je constate que ce que nous avons toujours dit, le président revient là-dessus. Le respect de la Constitution du 11 décembre 1990 et le respect des institutions qui sont, disons, le fondement même de notre État. Et donc, lorsqu'il revient là-dessus et l'invite ses collègues députés à la sagesse, à la prise en compte de l'intérêt général, à éviter ce que lui-même a appelé les pyromanes,
pour que tout ne soit cadavré, c'est les thèmes du président de l'Assemblée nationale, on ne peut que se réjouir. Se réjouir du discours. Et moi, je fais partie des premiers à acclamer. Ah, vous aussi? Oui, si. Acclamer le discours. Ouais. Et dans le commentaire que je faisais, je dis, je verrai maintenant dans les actes. Vous attendez de voir dans les actes, oui. Yes. Parce que, pour être plus précis, ce discours est venu dans un contexte. Il ne faut pas oublier le contexte. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut bien regarder les politiques dans leur manière de faire. Les politiques béninois. Il y a bien un contexte. Contexte, élément du contexte, j'en cite quelques-uns. Lui-même a reconnu que nous vivons au niveau du Parlement un climat de tension et de contestation politique virulente. Il a dit. Oui. Élément de contexte, une population qui désapprouve, je dis bien la grande majorité de la population qui désapprouve le non-respect des décisions de la Cour. Faites un micro-trottoir, vous verrez que les Béninois lambda ne veulent pas qu'on ne respecte pas les décisions de la Cour. Deuxième contexte, n'oubliez pas, comme élément de contexte, que c'est la première fois où un président de l'Assemblée nationale est en train de voir sa responsabilité engagée devant les tribunaux de droit commun. N'oubliez pas qu'il y a eu une citation d'un citoyen lambda devant le juge de droit commun du tribunal de Cotonou. Ah, ce n'est pas une banalité. Non, puisque c'est une citation. Si les gens n'étaient pas en grève, on aurait vu la suite. Le juge peut se déclarer incompétent. On n'en sait rien pour l'instant. Mais il y a une citation. Tout à fait. Il y a une procédure contre le président de l'Assemblée nationale qui est devant les tribunaux. Et nous attendons ce que le juge saisi va dire. Mais de toutes les façons, pour la première fois dans l'histoire du Bénin, un citoyen a trouvé que la meilleure manière à faire, c'est de citer la deuxième personnalité de l'État devant les juges du droit ordinaire pour avoir une décision dans le cadre du respect de la Constitution. Ce n'est pas simple. Et dernier élément de contexte que je voudrais ajouter, n'oubliez pas que la Cour constitutionnelle a rendu 2 décisions. Une importante décision disant que dans l'Assemblée nationale, il y a un seul, du nom d'Achade Noureddine, je crois, oui, qui n'a pas violé la Constitution en ce qui concerne la décision concernant la mise en place du COSLEPI. Autrement dit, le président a été condamné. Lui qui est le moteur, l'exemple, a été condamné. Donc, de plus en plus, nous sommes dans un contexte où la responsabilité du président de l'Assemblée nationale est en train d'être engagée. Et dans une situation comme ça, un président qui lit, qui voit, va chercher à se désengager de la situation. C'est pour ça que moi, je remets le discours dans ce contexte-là pour dire que c'est heureux qu'il ait compris. Et il a été très clair, nous verrons. Oui, il a été très clair, mesdames, messieurs. Maître Adrien Roumbédi, ce fut un moment d'intense communion, mais aussi de solennité. L'une des parties ayant mérité la grande ovation du grand nombre, nous allons peut-être avec la complicité de la régie suivre cette portion de phrases et nous reviendrons sur ce plateau pour continuer à apprécier le contenu et la portée de certaines des déclarations faites. La régie. La Constitution est la clé de voûte, la loi fondamentale de notre pays. Nul n'est au-dessus d'elle. Le juge constitutionnel est chargé de veiller à son respect. Certes, nous découvrons qu'à l'occasion de son office, il peut même écarter une loi, tenir en échec le règlement intérieur, se substituer à la Constitution elle-même en l'interprétant. Ces décisions sont sans recours car le juge constitutionnel est infaillible dans son interprétation. Nous ne le savions pas et il n'est pas sans intérêt pour aujourd'hui et pour demain que le juge nous le rappelle. Je nous exhorte donc à nous exécuter sans débat.
La guerre des institutions n'aura pas lieu ici. Oui, et ce sont les élus du peuple qui ont été ceux à avoir le plus ovationné le président de l'institution, Patrick Aman-Pouillon. Ça, beaucoup n'ont pas compris. Pourquoi ils ont ovationné? Oui, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et ils ne s'attendaient pas à ça parce qu'ils ne savent que Maître Adrien Ngouedji a l'expérience des grands enjeux. Maître Ngouedji va transformer cette tension, cette situation, ce contexte en opportunité pour terminer son mandat. Il sait sortir le grand jeu quand il a le dos au mur. Et terminer le mandat en beauté, oui. Ça compte pour quelque chose pour Maître Adrien Ngouedji? Ah oui, parce que c'est pratiquement la fin de règne. Et donc, si Maître Adrien Ngouedji sort tel qu'il est aujourd'hui, ce serait vraiment le chaos d'un parcours politique qu'on devrait saluer. Et je ne voudrais pas que le jour où un jour, si Moïya il meurt, on ne vienne faire des discours hypocrites. Alors, il a 1 an pour faire en sorte que les discours ne soient pas hypocrites lorsqu'un jour il y aura obsèque de Maître Adrien Ngouedji. Parce qu'en réalité, nous sommes arrivés à un point où je ne vois pas un citoyen béninois être fier de ce que cette législature, il a dit. Parce que tout le monde dit que le discours était très bon, mais il a dit que c'est la meilleure législature, la législature la plus compétente, mais ce n'est pas vrai. C'est une législature censée être la plus compétente, mais qui nous a fait voir de tout et de rien. Et je voudrais dire que Maître Adrien Ngouedji, dans ce nouveau rôle que le contexte lui confère, peut devenir un conseiller stratégique pour le président de la République. Parce que si Maître Adrien Ngouedji a fait ce discours de son propre chef, ça veut dire que les faits vont décevoir encore Maître, parce que le chef de l'État va recommencer par mettre son nez, sa bouche, ses ongles, ses pieds, tout dans cette session parlementaire. Nous allons voir encore des murs et des pas mûrs. Donc, nous aurons l'occasion, par exemple, de citer quelques dossiers qui seront sur la table. Il y a deux particulièrement qui m'intéressent. Nous aurons l'occasion de revenir. On va apprécier. Oui, Serge Prince Abodjan, ce pan de l'intervention qui a suscité beaucoup d'ovations, de réactions, de satisfaction générale, et de la majorité et de la minorité. Eh bien, on doit pouvoir lire sous quel angle. Il y a un ancien président de l'Assemblée nationale qui siège actuellement, qui a dit un jour, dans ses sorties politiques, qu'il était un spectateur joyeux. Vous vous rappelez? Oui. Je crois que lorsque j'ai vu les députés en train d'applaudir, je me suis mis dans ce rôle de spectateur joyeux. Oui. Parce qu'en réalité, le débat de refus des décisions de la Cour constitutionnelle n'est pas un débat qui se fait dans la rue. C'est les mêmes députés qui le faisaient. C'est les mêmes députés qui étaient très virulents, qui justifiaient une violation de la Constitution. C'est les mêmes députés, ils ont même fait des sorties pour chercher à justifier la violation manifeste de l'article 124 de la Constitution, notamment le respect attaché aux décisions de la Cour. C'est les mêmes députés. Et on leur demande, non, vous ne devez pas faire ça. Vous deviez respecter les institutions. Et ils applaudissent. Ça voudrait dire qu'ils sont dans un jeu que seuls ils savent. Et donc moi, comme c'est un jeu intéressant, je suis joyeux. C'est tout simplement ce que je veux dire. Parce que lorsque le président, dans son discours, dit que la Constitution est la clé de voûte, la loi fondamentale de notre pays, et nul n'est au-dessus d'elle, tous les citoyens du Bénin le savent. Joël, vous le savez, les bonnes dames de le rappeler lui. Parce qu'eux ne le savent pas. Ils se rendent compte. Et il dit qu'il vient de découvrir. Il a dit ça dans son discours. Il se rend compte. Il dit nous découvrons, on ne le savait pas. Il a dit ça. Il n'ironise pas. Ah oui. Mais... Et c'est ça l'aspect dangereux du discours, parce qu'on est en train d'applaudir le discours, mais ce discours est allé jusqu'à dire que la Cour constitutionnelle se substitue à la Constitution. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. La Cour constitutionnelle se substitue à la Constitution. La guerre des institutions a déjà eu lieu dans cette phrase. Non, je crois que non, je crois que l'interprétation que je vois dedans, en disant que nous découvrons, il a bien dit, nous découvrons qu'à l'occasion de son office, il peut même écarter une loi
tenir en échec le règlement intérieur et se substituer à la Constitution elle-même en l'interprétant, et ajoute que dans tous les cas, ces décisions sont sans recours, et car il est infaillible dans son interprétation. Lorsqu'il dit ça, ce n'est pas pour dire autre chose. Il dit qu'il découvre. Il découvre. Mais lui, président de l'Assemblée, ne découvre pas. Il veut dire à ceux-là qui ne comprennent pas encore, en tout cas selon moi, la Constitution et son fonctionnement, que le juge constitutionnel est effectivement infaillible en matière d'interprétation et que c'est au-delà de la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas me dire qu'il le découvre, lui, puisque nous avons déjà eu plusieurs décisions d'injonction où la Cour constitutionnelle, dans son mandat à lui, ou lorsqu'il était député, a pris des décisions qui sont au-delà de la Constitution. Écoutez, c'est la Cour qui nous a convoqués aux élections présidentielles dans ce pays-là. Ça, ce n'est pas oublié. C'est la Cour qui a décidé de quelle liste électorale nous devons prendre pour aller aux élections. Tout à fait. C'est la Cour qui a dit désormais, alors que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a indiqué que lorsque les secrétaires parlementaires ne veulent pas, font exprès de boycotter la session, alors que dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est indiqué que s'ils ne sont pas là, il ne peut pas avoir de session plénière. C'est la Cour elle-même qui a dit que si les secrétaires parlementaires ne sont pas là et que vous voyez que c'est des manipulations politiques qui les obligent à ne pas être là, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous désignez un secrétaire par intérim qui ouvre la session. Mais c'est écrit dans quelle constitution et c'est écrit dans quel règlement intérieur? Mais le Président de l'Assemblée nationale le savait très bien. Donc pour moi, il informe ceux qui ne comprennent pas. Mais lui ne peut pas me dire. C'est pour ça qu'il a utilisé le nous pour dire, écoutez, le juge constitutionnel peut aller au-delà. Et si vous lisez la décision de la Cour, c'est surtout cet aspect qui a été très intéressant dans la décision de la Cour. La Cour a réaffirmé ce que nous lui avons demandé dans la requête, dans le recours, en disant, mais nulle part dans le système de régulation en place par la Cour à l'article 114, on ne peut opposer une décision de justice, on ne peut opposer un règlement intérieur. C'est au-delà de tout ça. Et il le sait, le président de l'Assemblée le sait. Donc pour moi, il a voulu juste en tant que juge, juriste, réaffirmer, enseigner cela à ceux qui ne le savent pas. Moi, c'est comme ça que je vois. Mais lui, président Mbedji, avec tout le respect que nous avons pour lui, ne peut pas nous dire qu'il ne sait pas que le juge constitutionnel est au-delà de la Constitution lorsqu'il rentre dans sa fonction de régulation et d'injonction. Il est au-delà de tout. Et c'est nous-mêmes qui l'avons dit dans la Constitution à l'article 114. Ce n'est pas fabriqué. Le juge constitutionnel, lorsqu'il rentre dans ce boulevard-là d'organes régulateurs, va au-delà de ce que la Constitution a dit, parce que l'organe régulateur, c'est de dire, tu fais tout pour rétablir le fonctionnement des institutions. C'est écrit à l'article 114. Si tu veux faire tout pour rétablir le fonctionnement des institutions, tu es obligé de prendre toutes les mesures, même les mesures qui ne sont pas prévues dans la Constitution pour rétablir. Ça, c'est un enseignement que tout le monde connaît. En tout cas, que Maître Adrien Mbedji ne peut pas dire qu'il ne connaît pas. Donc, je crois qu'il a profité pour faire de la pédagogie, pour enseigner aux députés qui ne le savent pas que nous sommes obligés. Et ce qui a été heureux dans le discours, oui, il réaffirme un principe important en droit, l'infaillibilité du juge constitutionnel. Oui. C'est-à-dire que même si le juge constitutionnel dit des choses que nous trouvons vraiment d'extraordinaires, de ne pas comprendre, d'incompréhensible, parce qu'il est juge constitutionnel et qu'il est dans ce pouvoir de régulation, bien ce qu'il dit, et nous l'acceptons, il est infaillible. Et voilà la République.
Oui, au sein de cet hémicycle, il y a eu comme une bataille rangée depuis l'échec de ce projet de réforme constitutionnelle. Deux ailes qui se sont dessinées et qui ont montré des positions plus que radicales. Là-dessus, Maître Adrien Oumbédié a jugé utile de clarifier cette lecture qu'il faut avoir du schéma de l'Assemblée nationale dans ce sens. Patrick Aman-Poyon, je cite, « Il n'y a aucune ignominie, dit-il, à être dans un camp ou dans l'autre. Et dans un parlement, tout peut se dire. Tout, sauf à respecter l'autre. Sauf à respecter les institutions. Sauf à éviter que les injures ne fusent, que les coups de poing ne pleuvent ou que les chaises ne voltigent. Ensemble, nous y avons veillé, donnant au fil des séances à notre Parlement l'image qui sied à une démocratie apaisée et enviée. Patrick Aman-Poyon. Oui, mais ça dépend de comment on interprète ces mots. Lorsque un député veut dire, par exemple, que le président Patrice Talon fait du talon chaud à la présidence, à la manière de Dadis Camara-Chaud, et on dit que c'est injure aux institutions, donc ça veut dire qu'il faut savoir interpréter les mots utilisés par le président de l'Assemblée nationale pour être un observateur joyeux. Parce que si nous applaudissons ce discours et que dès demain, chaque fois que quelqu'un va vouloir à l'Assemblée nationale dénoncer un agissement du chef de l'État, on dit, nous avons dit ici qu'il faut respecter les institutions, ça pose problème. Parce que rappelez-vous qu'une session a été arrêtée simplement parce qu'un député veut commenter le show que nous avons à la présidence de la République où le chef de l'État reçoit des interlocuteurs qui parlent 15 minutes et lui parle 5 heures de temps. Donc, c'est pour dire qu'il faut que... Vous savez, quand un politicien parle, il faut décrypter et ne pas se réjouir facilement. Maître Adrien Oumbédié a calmé le jeu, oui, mais avec des phrases assez assassines. Et quand Maître se réjouit de rappel de l'infaillibilité du juge constitutionnel, je voudrais lui dire qu'il y a un danger derrière, parce que dans quelques mois, nous allons remplacer l'institution, le juge constitutionnel, par une institution qui risque d'être pratiquement monocolore. Et dans ces conditions, on est en train de nous préparer à l'infaillibilité des décisions qui sera prise dans ces conditions. Mais je voudrais dire que l'infaillibilité s'exerce tant que le peuple souverain n'a pas pris ses responsabilités. Alors qu'on ne vienne pas voter n'importe quoi pour dire qu'on a rappelé le principe d'infaillibilité, l'infaillibilité s'arrête là où le peuple s'exprime. Je vous interromps pas, mais Prince Aboudian, là, il souligne un aspect qui fait un tic. Oui, c'est vrai, dans peu de jours, on assistera à un renouvellement de l'institution. Cette phrase, oui, de l'homme politique, de l'acteur qui a fait son chemin, peut-il vraiment cacher des non-dits? Non, je crois que personnellement, il y a beaucoup qui rêvent, qui pensent, je dis bien c'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve, qui pensent que la cour prochaine sera au solde d'un pouvoir. Non, c'est un rêve. Ceux qui veulent faire ça, ils seront surpris. Et ceux qui espèrent ça, ils seront surpris. Parce que la cour constitutionnelle ne fait pas à sa guise. Hein. La cour constitutionnelle a bien une charpente, qu'est la Constitution. Et la Cour constitutionnelle est dans un contexte de juridiction constitutionnelle. Et aujourd'hui, avec le contexte international, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours au Bénin, mais ne sont pas sans recours en international. Moi, personnellement, j'ai pu faire casser, personnellement, Serge Prince Aboudian, j'ai pu faire casser une décision rendue par la Cour constitutionnelle, ici sans recours, au comité des droits de l'homme. Aujourd'hui, il est demandé au Bénin non seulement de dédommager l'intéressé, mais de corriger cette injustice-là. Et pourtant, c'est une décision de la Cour. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de séminaires de la Cour constitutionnelle sur la question pour voir s'il ne va pas avoir un revirement pour se raccoler à l'international. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à penser
qu'une cour va venir et va faire la volonté du président de la République ou du membre du gouvernement. Moi, je trouve que c'est un rêve et c'est complètement utopique. Il peut avoir des positions d'interprétation qui facilitent, mais ça ne va pas durer dans le temps. Les premières personnes qui vont aller seront déçues parce qu'ils ne pourront pas faire comme ils veulent. Venant maintenant à l'infaillibilité du juge constitutionnel, c'est là toute la différence. Si la Cour constitutionnelle prochaine rend une décision, elle est infaillible, quel que soit ce qu'elle dit. Et c'est ça, les principes de base. Ce n'est pas parce que je dénonce aujourd'hui le comportement des acteurs politiques à ne pas respecter la décision de la Cour, que si ça change et que la Cour rend des décisions et qui ne soient pas favorables à ce que je dis, que je me mette à dire non, vous n'êtes plus infaillible. Ah oui. Serge Prince Agbodjan dira toujours que le juge constitutionnel, quelle que soit cette décision, reste infaillible. Alors, quel que soit, oui. Mais il y a un aspect. Votre vis-à-vis, il l'a évoqué subtilement, il s'agit du peuple. Et le juge constitutionnel, c'est aussi de la sagesse. Oui. Et lorsqu'il y a de ces décisions où le peuple a l'impression qu'on est passé à côté de la plaque, est-ce qu'on n'arriverait pas à assister à des types de désaveux ou même de refus d'obtempérer? Vous savez, j'aime toujours dire que les désaveux sont manifestes dans le peuple. Le peuple, c'est pour ça qu'il faut être très heureux du peuple béninois. Le peuple béninois est le veilleur de sa constitution. Il y a eu des décisions de la Cour constitutionnelle, j'appelle ça les décisions noires. Dans le mandat du président Olo, il y a eu des décisions noires, des décisions du style qu'on peut aller aux élections lorsqu'on a 39 ans plus, etc. Il y a eu des décisions noires. Mais vous avez vu, ces décisions ont été appliquées? Non. Moi, personnellement, j'ai fait un recours spécifique pour vouloir qu'on applique la décision de 40 ans là. La Cour constitutionnelle m'a dit non. Pas dit non, qu'elle ne va pas l'appliquer, mais m'a donné la formule normale qui est de dire, ben non, je ne suis pas encore prêt à décider de ta requête, ou bien je suis incompétente, ou bien la personne qui doit avoir les 39 ans plus n'est pas encore candidat pour que je me prononce. Vous comprenez un peu? Donc, la Cour se met dans une position, dans une portion qui dit, ce que j'ai vu là, je ne veux pas l'appliquer, puisque dans son office, il ou elle est infaillible, le juge constitutionnel est infaillible. Donc, il y a de ces points noirs. Et c'est dans toutes les juridictions du monde. Si en appel, si dans les juridictions de droit commun, nous avons des décisions qui peuvent être appelées en premier ressort, en deuxième ressort, et à la Cour suprême, en cassation, et qu'à la fin du processus, nous trouvons que le juge de cassation, c'est-à-dire le juge de la Cour suprême, n'a pas dit le droit. Vous imaginez, puisque nous contestons encore, il y a des éléments de doctrine, il y a des réflexions, il y a des articles sur des décisions de la Cour suprême, comme les décisions de la Cour de cassation en France, par rapport à des positions jurisprudentielles qu'ils ont eu à adopter. Si nous commentons ça, alors qu'il y a eu double degré de juridiction, c'est-à-dire il y a eu appel, il y a eu la Cour suprême, c'est à une juridiction qui ne rend que la décision une seule fois et qui est sans recours qu'il faut lui reprocher. Ce que nous demandons simplement à ces hommes-là que nous avons appelés, et je dis bien, nous avons pu les appeler sages. Sages pour que, en voulant prendre la mesure de la décision, qu'ils mesurent effectivement la portée de leur décision. Parce que ce qui se passe, lorsque la Cour constitutionnelle rend une décision et que la décision n'est pas constante, n'est pas juste en droit, elle est obligée de faire des revirements. Vous avez vu pour le droit de la grève. Lorsque la décision, vous savez, pour le droit de la grève, il y a une première décision de la Cour Ouinsou pour réaffirmer l'intangibilité du droit de grève. Parce que la Constitution l'a prévu. Il y a une sortie de la Cour Robert Dossou pour dire non, ce n'est pas infaillible. Mais lorsque le débat s'est posé aujourd'hui, parce que le politique, c'est son rôle, c'est son jeu, il cherche à avoir raison dans tout. Il cherche à avoir position dans tout. Il est prêt à briser toutes les barrières pour tenir son engagement. Et lorsque c'est comme ça, la Cour ayant vu venir le danger a été obligée de dire attention, ce droit-là,
est intangible. On a sifflé la fin de la récréation. On va évoluer un peu par rapport à ce décryptage, à ceux qui ont reproché une certaine complaisance au Parlement dans son rôle de contre-pouvoir. Le président de l'institution répond, je cite, « Notre Parlement renouera avec l'exercice de contrôle de l'action gouvernementale, notamment à travers des questions orales au gouvernement. Et ce, tous les jeudis. » Patrick Amampoyon. Oui, on se réjouit que le Parlement retrouve ses attributs. Mais je voudrais, vous me permettrez de dire que Maître a dit quelque chose sur laquelle il est passé rapidement, mais qu'il faut rappeler à ceux qui gouvernent ce pays que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours au Bénin. Il faut que c'est important de le souligner parce qu'il semble ne pas le savoir. Il semble ne pas le savoir. Donc je crois qu'il faut avoir plusieurs émissions pour rappeler le dispositif juridique international mis en place pour éviter les insurrections. Parce que le peuple même a besoin de le savoir et savoir qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'insurrection, qu'ils ont d'autres moyens de recours. Sinon, si nous ne faisons pas ça, nous sommes en train de nous préparer à des scénarios qui ne sont pas du tout bons pour notre démocratie. Donc, il faut rappeler suffisamment cela. Maintenant, revenir à cette question pour dire qu'à l'Assemblée nationale, oui, très bien, les ministres seront obligés de venir s'expliquer parce que le fait même de devoir s'expliquer fait qu'on met un peu d'ordre dans les choses avant de... Vous savez, un chef d'État m'a demandé un jour comment il peut mettre la pression sur mes collaborateurs pour bien fonctionner. Oui. J'ai dit, il faut toujours annoncer des visites du chef de l'État et au dernier moment, tu annules. Dès que tu dis que le chef d'État veut venir visiter un chantier, tu vas voir que tout sera mis en place pour accélérer le chantier. Et après, tu dis c'est reporté de 3 semaines, il faut encore tout mettre. Donc bref, quand les ministres seront obligés de venir s'expliquer sur tout ce qui se passe dans ce pays, vous allez voir qu'il y aura moins de laisser aller comme nous avons vu jusqu'à présent et ça va faire du bien. Heureux, Maître Mbedji, nous sommes heureux de savoir que désormais, les questions des députés seront transférées au gouvernement et que le gouvernement viendra s'expliquer. Sur la question, sur la question, je voudrais dire et rassurer que c'est la plus grande faiblesse de l'Assemblée nationale, en tout cas du mandat que le président Mbedji est en train d'achever. La plus grande faiblesse. La plus grande. La plus grande. La plus grande faiblesse, je dirais. Et je crois qu'il anticipe, le président de l'Assemblée. Il anticipe parce que, je n'aime pas le dire souvent, mais je le dis, il a bel et bien recours contre lui dans l'application des dispositions des principes de l'action gouvernementale au niveau du Parlement. Il a bien un recours. Donc j'attends la décision pour démontrer que le Parlement se refuse de faire le contrôle de l'action gouvernementale. Tenez, lorsque on faisait les vœux au président de l'Assemblée nationale, et c'était le premier vice-président, le président Éric Moulété, oui. Les vœux de 2017, il a dit, sur cet aspect, je le cite, à ce niveau, c'est-à-dire au niveau du contrôle gouvernemental, il dit, à ce niveau, beaucoup d'efforts restent à faire aussi bien en matière de questions du gouvernement, de commissions parlementaires, d'information, d'enquête et de contrôle que d'interpellation. Il dit, je le cite, au cours de l'année écoulée, 2017, non, 2016, puisqu'il était en train de faire les vœux pour 2017, il dit, au cours de l'année écoulée, en effet, 19 questions d'actualité ont été posées au gouvernement, 4 ont été examinées. 2016. 44 questions orales avec débat ont été posées. 3 seulement ont été examinées. Vous suivez? Très bien. Il n'y a pas eu de contrôle de l'action gouvernementale en ce qui concerne les commissions d'enquête. Il a dit ça. Et le 11 janvier 2018, le 11 janvier 2018, un an après, lorsqu'il faisait le même exercice des vœux, il dit encore, pour ce qui est de la mission constitutionnelle de contrôle de l'action gouvernementale dévolue à l'Assemblée nationale, 16 questions d'actualité ont été posées au gouvernement, dont 9 ont été examinées. 60 questions orales avec débat ont été posées, 18 seulement ont été examinées. 14 questions écrites ont été adressées au gouvernement et aucune réponse n'a été enregistrée.
Donc, sur 2 années, les députés qui ont la mission du contrôle de l'action gouvernementale se sont refusés de faire le contrôle de l'action gouvernementale. C'est un complot contre le peuple. C'est pour ça que non seulement nous avons dénoncé cela, nous avons accompagné ça d'un recours pour qu'on nous dise si c'est normal dans un État que cela doit se faire. Mais je suis heureux qu'il anticipe pour dire désormais nous aurons le contrôle de l'action gouvernementale. Parce que le contrôle de l'action gouvernementale a des principes. Ça peut être la finalité du refus, oui, c'est la saisine de la Haute Cour de justice, s'il vous plaît. Le refus du gouvernement à ne pas respecter cela, c'est une interpellation. Et si l'interpellation n'est pas respectée, c'est la saisine d'office pour outrage à l'Assemblée nationale. Mais comment on peut encore légiférer dans ce pays? Qu'est-ce qu'on peut écrire pour que nos politiques puissent respecter les règles du jeu? C'est écrit clairement dans la Constitution. On dit vous faites ça. Si le président ne fait pas, vous faites ça. S'il ne fait pas, vous faites ça. C'est écrit dans la Constitution. Mais on refuse. Et on fait le complot. On vient, on nous dit aujourd'hui, il sait qu'il doit faire ça. De toutes les façons, il y a un recours qui est dans le système et qui nous dira si c'est normal dans un État qu'on le fasse ainsi. Donc la conclusion pour moi, oui, c'est qu'il anticipe pour une fois encore dégager ses responsabilités. Vous verrez que si le gouvernement ne vient pas désormais, ils vont faire la procédure normale. Mais est-ce qu'il faut tout le temps faire de la veille citoyenne pour nos politiques pour qu'ils fassent leur travail? Je trouve que ce n'est pas normal puisqu'ils ont le mandat du peuple et chacun doit rester dans son rôle. Et je suis heureux qu'il ait commencé. C'est pour ça que j'ai dit je suis très heureux du discours parce que c'est un élément d'enregistrement, c'est-à-dire une preuve. Maintenant, dans la pratique, nous allons suivre. Dans la pratique, on va apprécier. Et ce qui va se jouer au cours de cette session, ce sont des dossiers aussi bien techniques que politiques. Sur des dossiers politiques, des tensions perceptibles sont déjà là. Le président de l'institution semble aussi les appréhender. Mais là-dessus, invite chacun à jouer son rôle, mais en toute responsabilité. Patrick Aman-Poyon, vous l'avez dit, le temps s'égrène très rapidement. 2 sujets brûlants retiennent, vous, votre attention, lesquels? Avant de revenir sur ceux que j'ai retenus pour vous. Ok, le premier, je ne voudrais pas trop tarder là-dessus parce qu'on va le voir dans les faits. C'est cette tentative de levée d'immunité parlementaire. Nous allons voir si l'Assemblée va faire selon les tests de l'Assemblée nationale, si les choses vont se passer selon les procédures prévues. Quand le président dit qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art... Oui, parce que dans les sujets cités à l'ordre du jour, on n'a même pas cité ça. Alors si on nous ramène ça après, alors qu'on nous a cité dans le discours l'ordre du jour de la session, on ne nous a pas cité le dossier de levée de l'immunité parlementaire. Alors si on se rend compte après que ça devient prioritaire et tout ça, on verra dans les faits. Okay. Le deuxième sujet qui m'intéresse, c'est le code pénal. Je voudrais que nos députés s'inspirent un peu de ce qui se passe dans d'autres pays. La prison n'est pas dans l'histoire de l'Afrique. Alors autant que possible, qu'on ne prenne pas des gens qui ont volé poulet et qu'on les envoie à l'école de formation des grands banditismes. Parce que j'ai même demandé au CAMES de se préparer à faire des agrégations en criminalité maintenant parce que les gens vont en prison pour devenir des docteurs en criminalité. Donc, pour un oui, pour un non, on envoie en prison. Pour un oui, pour un non, on envoie en prison. Et nos prisons sont remplies de personnes qui n'ont eu aucun jugement. Je crois que il faut s'inspirer du droit français qui a prévu des mécanismes pour faire en sorte que celui qui, n'est pas susceptible de fuir, ne soit pas jeté en prison à tort et à travers en attendant le jugement, et que aussi ceux qui sont jugés et même condamnés, qu'on puisse avoir des situations dans lesquelles on puisse exécuter la peine par sursis et tout ça. Donc bref, je voudrais qu'à ce niveau, nous ayons beaucoup d'émissions là-dessus pour préparer nos députés à ne pas voter une loi sans tenir compte des faits. Parce que vous savez, ceux qui ont voté les lois en France ont fait la prison lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ils savent donc ce qu'il y a là-bas. Je voudrais qu'on fasse un séjour de 2 jours à tous les députés en prison pour 2 jours avant qu'ils ne votent cette loi, et je crois que beaucoup de choses vont changer. Oui, Patrick Aman-Poyon, aussi des sujets qui ne sont pas, il faut le souligner quand même, à banaliser, très sérieux. L'un et l'autre, Prince Abidjan, oui, assez de dossiers sur la table des députés.
Le président l'a dit, une cinquantaine, mais qui viendront graduellement. Il y en a qui retiennent, vous aussi, votre attention. Beaucoup. La première, qui n'est pas un sujet, à mon avis, qui n'est que l'application de la décision de la Cour constitutionnelle, c'est la mise en place de COSLEPI et la correction dans le mental de nos députés et de tous les hommes politiques que nous ne pouvons pas aller aux élections avec une autre liste que l'ALEPI, puisque ça a été dit dans la décision de la Cour. Il faut que que nos députés et nos hommes politiques puissent se mettre dans la tête que la Cour a réaffirmé que la liste électorale permanente informatisée, elle a une durée de 10 ans, c'est les députés qui l'ont dit, et que nous n'avons pas encore fait les 10 ans, et que nous ne pouvons aller aux élections qu'avec cette liste-là. Quel que soit ce qu'on va imaginer, c'est ça qui est aujourd'hui. Ce n'est plus seulement une loi pour qu'on puisse réviser la loi. C'est passé en décision de la Cour. C'est Prince Abouya, on n'a que 5 minutes, oui, allez-y. Donc, sur cette question-là, je pense qu'il va falloir que nos députés prennent la mesure de la situation de la décision et l'appliquent. Deuxième, qui me désole vraiment, c'est qu'on revienne encore nous dire, à quelques veilles des élections, qu'on veut revenir sur le code électoral. On veut faire un débat sur l'amendement du code électoral. Vous savez que parmi les études que nous avons eu à faire, les études qui ont passé depuis des années, on a trouvé que notre loi électorale n'est pas stable. Et c'est parce que la loi électorale n'est pas stable que les députés, chaque fois, sont obligés de changer telle chose pour pouvoir se conforter dans leur position des élections. Ce n'est pas opportun. Mais le code électoral est venu. Lorsqu'on parle de code électoral, c'est l'ensemble de tout l'outillage. Nous voulons encore modifier le code électoral. Et quoi on veut modifier dedans, on ne sait même pas. Et on va faire un débat simple comme ça au Parlement, et puis on va voter une loi électorale pour les députés. Alors même que tout le monde sait que le code électoral que nous venons d'adopter, c'est la première année de son application. Et nous avons tous été heureux de voir les mécanismes qui sont dedans pour pouvoir apporter vraiment une élection transparente. Nous avons vu les efforts qui ont été faits dans le législateur. Et donc, aujourd'hui, sans qu'on ne sache ce qu'ils veulent nous changer, ils annoncent déjà qu'ils veulent encore réviser le code électoral. Et dans combien de temps nous allons faire cette révision? Dans combien de temps nous allons rentrer dans la vulgarisation de ce code électoral pour permettre aux citoyens de maîtriser? Et dans combien de temps nous irons aux élections avec? Moi, je pense qu'au Bénin, ici, nous avons cette possibilité de vouloir faire les habits pour nous-mêmes, pensant que la République se limite à nous. La République se limite à tous les citoyens. Et si vous construisez ou vous taillez votre chemise par rapport à vous aujourd'hui, sachez que vous allez changer de rôle. C'est Prince Abouya, si vous devez conclure. Si je vais conclure, je voudrais dire que je suis heureux de l'effort du président de l'Assemblée nationale de reprendre sa force et sa détermination telle qu'indiquée déjà dans son message d'investiture où il disait qu'il sera le président de tous et que ce n'est pas sur les lèvres et qu'il ne s'agirait pas d'une simple formule, que les circonstances vont nous amener à comprendre qu'il est le Béninois de tout, il est le président de tous les Béninois, le président de l'Assemblée de tous les Béninois, donc l'intérêt de la population serait l'intérêt général. J'espère, et je suis là pour analyser les faits désormais, pour voir si c'est en cohérence avec son discours. En tout cas, on l'appréciera dans les tout prochains jours. Patrick Amampoyon. Je vous ai dit deux choses. La première, je suis très heureux d'avoir écouté Maître ce matin sur ces sujets-là et ça montre véritablement qu'il y a des gardiens de la République. Je voudrais qu'ils puissent penser à un organe, une association et autres qui puissent nous permettre de cotiser de l'argent pour financer ce qu'il est en train de faire. Parce que quand les gens se permettent de prendre leur argent pour se battre dans des juridictions, dans des recours, pour que la République soit sauvée, c'est le peuple qui doit financer ça. Et je crois que c'est vraiment à encourager. La deuxième chose, je voudrais dire au président de l'Assemblée nationale qu'il a une chance d'1 an pour rentrer dans l'histoire, qu'il rentre dans l'histoire, qu'il devienne le conseiller du chef de l'État et non celui qui exécute les décisions du chef de l'État, et le Bénin s'en portera mieux. Vraiment, que vous dire? Un grand merci, chers invités, pour vos contributions à l'enrichissement de ce plateau. Mesdames, Messieurs, ne vous en faites pas. On trouvera le créneau pour les invités. Je constate que ce n'est pas suffisant pour vous, mais le temps, c'est le temps. On va devoir le respecter.
Oui, je voudrais conclure, mais avant la citation du jour et demander un peu à l'issue et juste après Coach Poyon dans son plaidoyer qu'on pense accompagner et soutenir ceux-là qui se battent pour que l'intérêt du grand nombre puisse être préservé. Le faire aussi de leur vivant, les célébrer et non de ces hommages à titre posthume car la République en compte de vaillants et de compétents talents. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, c'est tout pour le numéro du jour. Je vous quitte sur cette citation de l'empereur romain Marc Aurèle, je le cite. Observez toujours que tout est le résultat du changement. Et habituez-vous à penser qu'il n'y a rien que la nature n'aime davantage que de changer les formes existantes pour en créer de nouvelles. De nouvelles, plus innovantes, mais surtout plus enrichissantes pour le grand nombre. Merci d'avoir été des nôtres et à demain. L'aventure se poursuit 100% BD. À très vite.